Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la liberté, pour parler de la nécessité de postuler l'existence d'une liberté, d'un libre arbitre, car si l'homme ne pouvait plus choisir, la morale ni le droit n'auraient plus de sens, et ne pourraient même pas exister. Pour la même raison qui fait que on ne condamne pas le lion qui mange la gazelle, ni d'un point de vue moral, ni même devant les tribunaux. Si l'homme n'avait pas de libre arbitre, de possibilité de choisir, il n'y aurait pas plus de sens à lui donner des ordres et à le condamner qu'il n'y a de sens à donner un ordre et à condamner un singe, un tigre ou un vautour. Le problème se résume ou se formule donc ainsi: si la liberté n'existait pas, comme certains philosophes qui la critiquent le considèrent, si l'homme était toujours déterminé par des causes antérieures qu'il ne connaît pas, s'il n'était donc plus libre, je me répète, alors il ne serait plus responsable. On ne pourrait plus le tenir pour responsable de ses actes. Mais s'il n'est pas responsable, alors comment le récompenser pour une bonne action? Et comment l'accuser ou le condamner et le punir pour une faute ou un crime? Eh bien, c'est pour surmonter cette difficulté que Kant, dans la critique de la raison pure et les fondements de la métaphysique des mœurs, a posé la liberté comme un postulat métaphysique de la raison pratique. Un postulat absolument nécessaire. Parce que si on ne peut pas voir, expérimenter ou connaître la liberté, étant donné que, comme nous l'avons dit dans de précédentes capsules, on peut toujours soupçonner que des raisons antérieures, que nous ignorons encore, nous ont déterminés à vouloir ceci plutôt que cela, si donc on ne peut pas expérimenter, connaître, prouver notre liberté, on peut et on doit la poser comme un prérequis rationnel, indispensable à toute pratique, c'est-à-dire à toute morale, afin de pouvoir approuver ou réprouver les actions humaines. Alors je vous propose de lire un très court texte extrait de la critique de la raison pratique. Kant écrit à la page 30 de la traduction de Picavey: « Supposons que quelqu'un affirme, en parlant de son penchant au plaisir, qu'il lui est tout à fait impossible d'y résister quand se présente l'objet aimé et l'occasion. Si, devant la maison où il rencontre cette occasion, une potence était dressée pour l'y attacher aussitôt qu'il aurait satisfait sa passion, ne triompherait-il pas alors de son penchant? On ne doit pas chercher longtemps ce qu'il répondrait. Mais demandez-lui si, dans le cas où son prince lui ordonnerait, en le menaçant d'une mort immédiate, de porter un faux témoignage contre un honnête homme qu'il voudrait perdre sous un prétexte plausible, il tiendrait comme possible de vaincre son amour pour la vie, si grand qu'il puisse être. Il n'osera peut-être assurer qu'il le ferait ou qu'il ne le ferait pas, mais il accordera sans hésiter que cela lui est possible. Il juge donc qu'il peut faire une chose, parce qu'il a conscience qu'il doit la faire, et reconnaît ainsi en lui la liberté qui, sans la loi morale, lui serait restée inconnue. Voilà donc un texte dans lequel Kant défend la liberté contre les critiques, en dépit de toutes les critiques, et conclut à la nécessité de fonder la liberté dans l'expérience que nous avons de notre conscience morale. Alors je ne voudrais pas que vous
partiez en considérant qu'il faut être kantien et que le débat est clos. Le débat a continué bien après Kant, qui écrit, je vous le rappelle, à la fin du XVIIIe siècle, et on peut citer par exemple Nietzsche comme l'un des grands auteurs post-kantiens, mais anti-kantiens du point de vue de la morale. Nietzsche va souligner le fait que la liberté sert fondamentalement à culpabiliser. La critique de Nietzsche porte sur le fait que la liberté est un concept qui sert dans un dispositif de récompense et de punition. La liberté sert donc à satisfaire un besoin inavouable de domination et de cruauté sous couvert de justice et de morale. Nietzsche n'est pas, à proprement parler, un immoraliste, mais il jette le soupçon sur la morale. La morale, spécialement la morale chrétienne, la morale augustinienne du péché originel, toute cette tradition des penseurs de la liberté, d'Augustin à Kant, n'est-elle pas fondée sur un instinct de cruauté? Nietzsche soupçonne donc l'existence d'un instinct pervers au fondement de la morale. Et je vous renvoie sur cette question à la généalogie de la morale, un texte dans lequel Nietzsche soupçonne que sous prétexte de sauver la liberté, la morale soit en fait un malentendu qui serve à rogner les ailes de l'humanité. Je vous en lis un tout petit extrait avant de nous quitter. Nietzsche écrit dans la généalogie de la morale, page 31-32 de la traduction Garnier-Flammarion. « Exprimons-là cette nouvelle exigence, dit Nietzsche. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales. C'est la valeur de ces valeurs qu'il faut commencer par mettre en question. Et pour cela, il faut une connaissance des conditions et des circonstances qui les ont produites, dans lesquelles elles se sont modifiées. La morale comme conséquence, comme symptôme, comme masque, comme tartufferie, comme maladie, comme malentendu. » Et un petit peu plus loin, Nietzsche continue, on prenait la valeur de ces valeurs pour donner, pour réel, au-delà de toute question. Jusqu'ici, on a placé la valeur du bon, entre guillemets, plus haut que celle du méchant, entre guillemets, sans l'ombre d'un doute, ni d'une hésitation. Plus haut, au sens de promotion, d'utilité, de croissance pour l'homme en général, y compris l'avenir de l'homme. Et quoi, si c'était le contraire qui était vrai? Et quoi, si dans le bon se nichait aussi un symptôme de recul, ainsi qu'un danger, un égarement, un poison, un narcotique, grâce auquel le présent vivrait aux dépens de l'avenir? Alors cette méditation de Nietzsche contre la morale classique est troublante et nous n'en ferons pas, je ne vous la propose pas en tout cas comme un point final, mais je la soumets à votre réflexion et j'espère en tout cas que ces quelques réflexions sur les fondements métaphysiques de la liberté et de la morale ont un petit peu enrichi votre répertoire de définitions et d'arguments sur cette notion. C'est l'objectif de ces capsules et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ou approfondir encore un peu cette réflexion sur la liberté d'un point de vue métaphysique. Je vous souhaite une belle journée. À la semaine prochaine.